Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Hôtel de Ville pour cette étape importante du livre sur la place, le prix du livre des droits humains. Vous savez que la ville de Nancy s'attache depuis plusieurs années aujourd'hui à le remettre et à promouvoir à travers ce grand rendez-vous culturel de la rentrée littéraire des œuvres, des autrices, des auteurs qui eux-mêmes et elles-mêmes s'attachent à promouvoir le respect, la bienveillance, l'égalité, le souci d'autrui, qui parfois mènent des combats difficiles, ici ou ailleurs, qui portent des sujets complexes, parfois battus et rebattus, quelquefois plus inconnus ou méconnus du grand public, des causes qui méritent que l'on s'y attarde, qui méritent qu'on les mette en valeur. Et je suis heureux cette année que nous abordions ensemble un sujet qui est un sujet à la fois extrêmement sensible parce qu'il touche des millions de familles, à la fois extrêmement méconnu parce qu'il soulève des questions qui sont des questions d'ordre strictement politique, les moyens de la santé, la capacité à former des étudiants qui eux-mêmes vont demain exercer, et puis des questions aussi qui relèvent de la place que nous accordons chacune et chacun à l'attention, notamment aux plus jeunes, qui, dans un parcours de vie, peuvent trébucher, rencontrer des étapes, croiser des moments qui auront besoin de l'aide, de l'attention, du soutien, de l'appui, sans toujours pouvoir le trouver. Alors, je suis heureux que nous puissions cette année mettre en lumière ce sujet qui, je le suis persuadé, rencontrera beaucoup d'échos et merci à celles et ceux, et je vais laisser Annette Wieworka, et je vais dire un mot évidemment aussi à son sujet, prendre ma suite pour vous en dire encore un peu plus. Je n'ai pas besoin, je crois, de vous présenter Annette Wieworka, une historienne que vous avez déjà lue, vue, entendue, qui a accepté de présider le prix du livre des droits humains, et je le remercie vraiment très chaleureusement, qui est une des meilleures spécialistes en France de la Shoah, de l'extermination des Juifs, de cette période de la Seconde Guerre mondiale dont nous nous apprêtons pas plus tard qu'après-demain, dimanche, à Nancy, à marquer le 80e anniversaire de la libération de la ville. Nous accueillerons, et vous êtes toutes et tous les bienvenus, à 15h, place Stanislas, pour la grande cérémonie. Nous accueillerons beaucoup d'invités français et étrangers, dont la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui, on le sait parfois peu, est née à Nancy et a passé ses premières années, comme Delphine Horviller, à Nancy, et beaucoup d'autres, qui sera présente à nos côtés. Et l'enfermement, l'internement, qui a longtemps été le seul outil de la psychiatrie, ou en tout cas le seul outil perçu par les habitants, par les citoyens de la psychiatrie, a aussi été évidemment une des caractéristiques les plus abominables et les plus épouvantables de la Shoah, de l'extermination de masse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une manière de simplement vous montrer qu'il peut y avoir des réponses dans le mal, qui sont des réponses qui sont aussi aujourd'hui celles sur lesquelles nous devons nous arrêter un instant pour que l'actualité du monde, et notamment l'incapacité que nous avons à offrir des espaces de liberté à chacune et à chacun, d'épanouissement, de progrès, continue à être une des principales difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Et donc j'espère que cette réflexion se poursuivra à travers ce prix du livre des droits humains que nous sommes heureux de continuer à voir remettre à Nancy à l'occasion du livre sur la place. Merci à tous, et je passe maintenant la parole à Annette Wieworka. On n'a pas la même taille. Je vous règle le micro. Voilà.
Il et surtout elle s'appellent Zoé, Perny, Jade, Noémie, Thelma, Simon, Chloé, Éline, Alicia, Daphnine, Baya, Onzo, Anna. Ils, elles, ont en commun leur âge, entre 11 et 18 ans, et le fait qu'ils soient en danger mortel car ils refusent de se nourrir ou diabétiques de respecter leur traitement. Grâce à vous, Sophie Carquin, on les voit vivre dans ce lieu si singulier qu'est la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, dite Maison de Solène, du prénom de cette jeune anorexique suicidée à 19 ans. La Maison de Solène a été inaugurée en 2004, il y a donc pile 20 ans, avec à sa tête le pédopsychiatre Marcel Ruffo, qui était alors accompagné de Corinne Blanchet, médecin, nutritionniste, qui a, dès le début, assisté dans une lutte qui est la lutte contre l'anorexie, un des axes majeurs de cette structure. Corinne Blanchet y exerce toujours, pas Marcel Ruffo, qui en 2008, au terme de son mandat, a été remplacée par Marie-Rose Moreau. Au préalable, et je pense que ce n'est pas sans importance, elle avait exercé longuement à l'hôpital Avicenne à Saint-Denis. Et c'est Marie-Rose Moreau qui a réussi à convaincre l'une de ses plus proches collaboratrices, la psychiatre Béatrice Gall, dite Bégall, à la suivre dans cette aventure. 2 femmes et tant d'autres, tout entières dédiées au sauvetage de ces adolescents. Quant à Sophie Carquin, quant à vous, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, écrivaine, et vous avez pu vivre en immersion pendant 1 mois dans la Maison de Solène. Avec ce livre, vous nous offrez un récit sensible, passionnant, une série de portraits de ces adolescents et adolescentes qui m'ont ému, portraits de tous ceux, du gardien au médecin, en passant par les infirmières, les responsables des divers ateliers, les nutritionnistes, qui font fonctionner ce lieu unique où se conjugue bienveillance, c'est le mot que monsieur le maire a employé tout à l'heure, sans complaisance. De tous les livres qui avaient été sélectionnés pour concourir à notre prix et que j'ai découverts aux abords de l'été, plusieurs, bien sûr, pouvaient prétendre à être distingués. Mais celui-ci m'a paru réunir le plus d'arguments décisifs. Oui, il émeut, je l'ai dit, car les parcours que vous suivez avec pudeur, mais sans faux semblant, sont ceux de nos jeunes en souffrance, dans lesquels nous entendons les échos de 1000 autres jeunes. Les échos d'une génération peut-être, car si l'adolescence est pour chacun et chacune une période complexe, celle qui fut percutée par le Covid, avec ses peurs avouées ou pas, et ses conséquences parfois invisibles et à long terme, aura été particulièrement éprouvée. Il ne faudrait pas que le soi-disant monde d'après l'oublie, et ce livre, tout à la fois enquête et témoignage, vient nous le rappeler. En la matière, rien de tel que la parole des experts de terrain. Je citerai donc celle que vous citez, Corinne Blanchet. Je précise au passage qu'elle est surnommée la Reine des Neiges, et on sait tous à quel point les enfants aiment la Reine des Neiges. Corinne Blanchet vous a donc expliqué que l'anorexie a littéralement explosé depuis 2020, depuis le début de la pandémie, qu'elle a progressé de 30%, et les médecins la repèrent plus précocement qu'avant. Elle touche en effet de plus en plus de prépubères de 11 à 12 ans, et les cas sont de plus en plus graves. Vous citez Corinne Blanchet, que je cite à mon tour, les effets du confinement sont une bombe à retardement. Et l'anorexie n'est pas un caprice d'ado, c'est la plus mortelle des maladies psychiatriques. Votre travail, Sophie, s'ancre donc profondément dans notre présent, et il ne fait pas qu'émouvoir, car s'il ne faisait qu'émouvoir, on ne pourrait pas réfléchir. Il bouscule nos vieux schémas. Au-delà des effets délétères du Covid, on apprend ainsi qu'une des principales sources d'angoisse chez les jeunes concerne l'état de notre planète. Ce n'est pas tout à fait une surprise, mais cette éco-anxiété, comme on la qualifie désormais, prend des proportions de plus en plus considérables qui peut nourrir d'authentiques désespoirs jusqu'à l'envie de disparaître puisque le monde lui-même n'aurait pas d'avenir. Ancré dans le présent,
ancrée dans les réalités diverses de notre société. Peut-être qu'en raison du souvenir de ma propre enfance et adolescente, puisque, comme mon nom l'indique, mon nom ne sonnait pas vraiment comme celui de mes camarades de classe, j'ai été particulièrement intéressé d'apprendre que la Maison de Solesnes avait mis en place des thérapies transculturelles. Sur ce point, je citerai une autre protagoniste de la structure, donc de votre livre, Béatrice Gall. La thérapie transculturelle permet de rabibocher deux cultures et de retrouver sa place dans ce monde de fous. En illustration, le cas de Chloé, une jeune fille de parents restaurateurs vietnamiens. Et je recite Béatrice Gall, c'est une richesse d'avoir deux cultures, il faut juste apprendre à vivre dans l'entre-deux avec le bon métissage. Le hasard a voulu que je découvre cette semaine que l'une de mes amies très proches connaissait Béatrice Gall et elle m'a dit à quel point cette femme l'impressionnait. J'y ai vu un signe de plus du sérieux de ce livre. Alors vous le savez, les membres du jury qui sont là le savent, nous sommes normalement tenus au secret. Je ne vais donc pas dévoiler les délibérations. Mais, comme on aime bien ça, je vais quand même faire une confidence. Au sein du jury, deux questions ont émergé qui provenaient d'une inquiétude. Et je m'adresse surtout aux élèves de 3e. Est-ce que le fait d'exposer l'anorexie de jeunes filles si intelligentes, si belles, et dont vous nous dites, Sophie, qu'elles sont des héroïnes, ne risquait pas de romantiser l'anorexie, d'en faire un état désirable, au point que d'autres ados puissent être fascinés par ces modèles? Vous citez Les souffrances du jeune Werther, le livre qui a induit une épidémie de suicide. On voit bien en cette matière les ravages des réseaux sociaux. Personnellement, je n'ai pas cette crainte. Les tourments, les souffrances, les angoisses que le livre décrit m'ont semblé prendre très loin le pas sur tout risque de fascination. Si les adolescentes de la Maison de Solesnes sont en effet des héroïnes, c'est parce qu'elles luttent avec leurs pauvres moyens contre leur propre effacement. La seconde objection qui a émergé pendant nos discussions concerne le caractère exemplaire de cette maison, vraiment pas comme les autres, alors que tout autour, c'est un désastre. Désastre de l'hôpital public, désastre de la médecine générale, désastre en particulier de la pédopsychiatrie. Dans le magazine Télérama, je lisais une enquête récente qui indiquait que le nombre de pédopsychiatres avait diminué de 34% entre 2010 et 2022 et que les délais d'attente pour une consultation de ces jeunes qui sont en danger mortel peut atteindre 18 mois. J'entends l'objection, mais le remarquable fonctionnement de la Maison de Solesnes ne cache pas les multiples dysfonctionnements d'un système en souffrance. Au contraire, il me semble même en appuyer l'implacable constat. Tout cela pour vous dire que si un papillon sur le bitume et vous, Sophie, recevez aujourd'hui le prix Droits humains du livre sur la place, ce n'est pas uniquement par sa qualité intrinsèque, mais parce qu'il alerte sur les maux de notre jeunesse, sur l'état terrible du secteur censé lui venir en aide. Il a donc en ce sens une portée éminemment politique, politique avec un grand P, comme nos dirigeants seraient bien inspirés de l'écrire. En attendant, on peut leur conseiller de lire votre livre.
Bonjour à toutes et à tous et félicitations donc à Sophie Carquin. Bravo aussi aux membres du jury de l'avoir distinguée. Merci d'être avec nous, Sophie. Merci beaucoup. Merci. Vous Merci. êtes émue parce qu'on ne vous a pas entendu finalement recevoir ce prix. Oui, je suis vraiment extrêmement émue. C'est un très beau prix. Quand ma maison d'édition m'a prévenue, j'ai été très heureuse. Ce livre est sorti en janvier dernier. Et voilà, maintenant, il reprend de la vigueur et toute son actualité. Et voilà. Non, je suis ravie. Bon, merci beaucoup. C'est très important. On va avoir l'occasion d'en parler avec vous et de rentrer aussi dans la matière en fait, de ce livre et mieux connaître vos héroïnes, hein, puisque le mot a été prononcé par Annette Vievorka. Oui, voilà, Colosse au pied d'argile aussi, hein, quand même. Exactement. C'est un livre très prenant, très saisissant. C'est un livre très oral aussi. On les entend parler, ces jeunes filles, ces jeunes gens aussi, hein, parce qu'il y a aussi des garçons. Et c'est un livre qui n'en finit pas, dont on sort aussi un peu ébranlé, hein, puisque rien ne nous est caché, même si la pudeur est très grande, et bravo aussi pour ça, Sophie. C'est un livre qui résonne aussi dans une époque qui consacre, hein, le règne des apparences à travers... ça a été dit, le règne des réseaux sociaux, c'est impitoyable. Pendant un mois, donc, pour rappeler ce qu'est ce livre, vous avez donc suivi le quotidien des patients de la Maison de Solesnes, qui propose, et ça je voudrais vous entendre aussi là-dessus, qui propose une prise en charge globale en fait, de la santé de l'adolescent et qui associe à la fois les soins médicaux et psychologiques avec de l'art-thérapie. Par exemple, la musique joue un grand rôle, l'écriture aussi. Vous avez rencontré, Sophie, des jeunes qui souffrent de phobie sociale, d'anxiété scolaire, d'éco-anxiété, ça a été mentionné aussi par Mathieu Klein et par Annette Vievorka. Vous avez assisté aux consultations psychologiques, recueilli leurs témoignages, et vous écrivez « J'ai compris une chose, ces ados lâchés par les douces et berçantes certitudes de l'enfance, la chair à vif sans carapace, sont traversés et même percutés par les dysfonctionnements de la société, les incohérences des adultes. Ils en paient le prix fort. » Je voudrais qu'on commence par ça. À quel dysfonctionnement avez-vous été confrontés à travers ces jeunes gens ? Alors d'abord, revenons sur les ados sans carapace. Ça, c'est vraiment directement inspiré de la théorie de Françoise Dolto que l'adolescent n'a plus de carapace et commence à en sécréter une autre, sa carapace qu'il aura à l'âge adulte, bien sûr. Donc, il se retrouve à nu et c'est pour ça qu'il est poreux, comme poreux vis-à-vis des maux de la société. Il n'a plus la carapace qui lui permet de se protéger de tous les maux de la société. Moi, j'ai eu le grand privilège, je crois que c'est unique, d'assister aux consultations individuelles, même aux thérapies familiales, ce que les ados détestent d'ailleurs. Quand il y a de la gênance. Oui, il y a de la gênance. Quand de temps en temps, j'étais comme ça, je les regardais vivre, et puis il y en a une qui dit « Ah, c'est pas possible, j'ai EF ». Alors EF, c'est entretien familial. Ah, ma pauvre, enfin bon, voilà, bref. Effectivement, on voit que les parents sont perdus, qu'ils sont eux-mêmes influencés par les maux de la société, les hantises de la société. J'ai vu par exemple une anorexique, mais vraiment très très maigre, et dont le père à côté ne semblait pas du tout prendre la mesure des choses, et il a demandé au médecin, mais est-ce qu'on pourrait lui faire un test de QI, par exemple. Ça, c'est pas pour jeter la pierre aux parents, mais on en parle tellement de ce fameux QI, par exemple. Là, c'est quelque chose, et là, dans ma chaise à côté, je me disais, mais c'est fou quand même, il y a peut-être... Et le médecin, effectivement, avec un air un peu agacé, derrière son masque, elle l'a tiré sur son masque, elle a dit, monsieur, c'est quand même pas la priorité. Même si cette jeune fille, et elles sont toutes, surtout les anorexiques, extrêmement, oui, intelligentes, sensibles, travailleuses aussi. Donc, il y a ça, effectivement, percuté par les angoisses de l'effondrement climatique. Ça, j'ai assisté notamment sur ce point aux thérapies de groupe, enfin aux groupes de parole qui ont lieu tous les jeudis à 9h, c'est très précis. Alors 9h pour les ados, c'est l'horreur. C'est très tôt. C'est très très tôt, ils sont là, on les tire du lit, non, ils viennent quand même d'eux-mêmes, parce que là-bas, justement, c'est pas du tout coercitif.
qu'on ne les Alors, tire pas du lit. Oui. Peut-être avant de revenir là-dessus, justement, sur la maison de Solène, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans son fonctionnement? Annette Vievorka disait, voilà, par rapport à l'hôpital, disons, traditionnel, qu'est-ce qu'elle a de si particulier et de si utile dans son fonctionnement? Comment ça fonctionne par rapport à une autre institution? Alors déjà, première chose, effectivement, il n'y a pas de gavage, de chantage. Pour donner une anecdote, j'ai une amie qui m'a appelée il n'y a pas longtemps parce que sa fille débute une anorexie. Et justement, elle me disait, et je lui disais que c'est pas parce que j'avais écrit un livre qu'on trouverait une place pour sa fille, malheureusement, mais et elle me disait, tu comprends, dans tel hôpital, on me dit que le premier mois, jusqu'à ce qu'elle ait atteint un certain poids, je ne pourrais pas la voir. Et moi, ce n'est pas possible pour elle, pour moi bien sûr, mais pour elle non plus. Donc voilà, c'est quand même un lieu où il y a, même si les ados sont hospitalisés, il y a quand même une grande liberté. Le prix de cette liberté, les soignants la paient par une certaine angoisse quand, par exemple, une adolescente qui n'est pas là pour partir pour déjeuner, par exemple, moi j'ai vu cette angoisse palpable, cette inquiétude, on ne va pas dire angoisse, inquiétude, mais où est Lila? Quelqu'un a vu Lila? Et je voyais que le ton montait. Où est Lila? Où est Lila? Et puis parce qu'on ne va pas les ligoter, on ne va pas leur imposer des choses. Et comment on rentre justement dans cette maison? Comment on trouve une place? C'est ça le problème, c'est qu'il y a 20 lits, il y a des consultations en extérieur, hein, il y a une hospitalisation le jour. Il y a toujours, pour les cas les plus graves, un système d'urgence où on peut venir avec son ado et puis là, on est vu par un infirmier, puis par un médecin. Je crois que les cas les plus graves sont examinés, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il faudrait beaucoup de maisons de Solène, c'est sûr. Ah. La joie. Et alors oui, donc si on revient à ça, donc quelle est la spécificité en fait? On est pris en charge globalement. Vous disiez c'est à la fois du médical, mais c'est pas Oui. que du médical. Déjà, la spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de regards sur un seul adolescent. Et ça, on m'a bien expliqué, parce que moi, je leur parlais des ateliers thérapeutiques, etc. Et puis, c'est justement le docteur Blanchet qui m'a dit, mais il faut vraiment que vous sachiez qu'on est la seule structure dans laquelle l'adolescent est vu par un pédiatre, un psy, un nutritionniste. Il peut y avoir du transculturel quand, justement, il y a un problème, comme vous l'avez remarqué, Annette Vievorka. Donc, au cours d'une consultation, c'est pour ça que je me suis glissée sans trop de problèmes et en restant assez invisible, c'est qu'il y a beaucoup de monde finalement. Il peut y avoir effectivement pédiatre, endocrinologue, nutritionniste, pédopsychiatre pour regarder un adolescent, et c'est pas uniquement le psy, et puis c'est pas saucissonné, voilà. Ça, c'est ce qu'il faudrait quand même maintenant apprendre à faire dans la médecine. Ça, plus effectivement les ateliers thérapeutiques. Il y a un animateur radio qui les rend chroniqueurs d'un jour. Donc, ils sont là, ils écrivent leurs chroniques. Et c'était drôle, franchement. Alors, évidemment, les chroniques tournent autour de l'écologie, de la dystopie. Ils les avaient fait réfléchir sur, on est en 2030, choisissez votre chronique. Voilà, je suis l'animateur de cette émission de radio, choisissez. Alors, une avait choisi... chronique mode, alors elle avait imaginé des tas de choses, une robe avec des taches qui apparaissent quand on appuie sur un bouton, mais la créativité aide aussi. Oui, hein. on s'en Oui. rend compte dans le livre, Oui. ils sont des jeunes êtres extrêmement créatifs. Revenons sur les dysfonctionnements, donc on parlait de l'éco-anxiété, quels sont les autres dysfonctionnements qui les percutent, ces jeunes filles, ces jeunes garçons? Alors oui, l'éco-anxiété, la phobie de l'échec, ça très très prégnant, parce que justement au cours d'un autre groupe de parole, les groupes de parole étaient très riches, parce que évidemment, il y a plein d'idées qui circulent. Le thème principal, c'était les peurs et phobies, et ils échangeaient tous autour de leurs peurs et leurs phobies, et tout d'un coup, il y en a une qui dit « moi j'ai vraiment peur d'échouer », et une autre a repris « ah oui, mais moi aussi », alors là, ça... Donc la phobie de l'échec, c'est aussi quelque chose qui révèle un dysfonctionnement de la société, je parce pense. que dans une société trop dans une compétitive, société compétitive, élitiste, l'obsession des classes prépa, ils ont tous, et puis c'est des jeunes, encore une fois, c'est le principe, l'une des caractéristiques des anorexiques, c'est bien d'être extrêmement travailleuse, de s'enivrer presque, d'être workaholic, comme on dit, obsédé par le travail.
Donc ça, oui, la peur de décevoir leurs parents, les adultes. Et puis évidemment les Beaucoup de viols et choses. les incestes, enfin tous Alors ces ça, dysfonctionnements oui. familiaux Ah oui, aussi. oui, les dysfonctionnements Voilà. familiaux, oui. Mm. Ça, c'est vrai que ça, elles en parlent moins spontanément, mais bon, oui. Alors comment vous avez fait pour avoir l'autorisation comme ça d'entrer parce que ce qui est frappant dans le livre, c'est que oui, on vous voit assister pratiquement à tout, recueillir la parole, vous l'avez dit, de ces adolescents, Oui. toutes ces adolescents, encore une fois, il y a aussi des garçons. Mais on se dit, ils ont parlé devant elle. Mais oui, alors comment vous avez fait? j'en suis moi-même très étonnée. Bon, j'ai rencontré la professeure Marie-Rose Moreau que j'avais déjà pu interviewer 2 ou 3 fois, donc il y avait quand même une petite relation de confiance. Je lui avais dit, est-ce que tu accepterais de déjeuner avec moi pour j'ai un projet à évoquer. Et elle me dit, c'est un article. J'ai dit, c'est un long article. C'est très long. Et donc on s'est vus et je lui ai exposé mon projet. Puis j'ai vu en face de moi qu'elle était vraiment littéralement comme ça, elle faisait la tête. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu espères? C'est raté. raté, ouais. Oui, dans ces cas-là, on est à l'affût des signaux. Et puis elle me dit, il ne faudra pas qu'ils se reconnaissent. Hein. Alors là, je me dis, elle est en train d'accepter, mais elle est folle. Non, mais Donc, qu'est-ce qui l'intéressait aussi? Vous, qu'est-ce que vous vouliez faire? Et elle, qu'est-ce qu'elle voilà. Alors, voulait moi, je lui ai dit, je voudrais vraiment assister, je voudrais qu'on avoir libre, enfin, entrer et assister à ce à quoi je peux assister. Mais je n'osais même pas imaginer pouvoir assister aux consultations, à vrai dire. Hein. Et elle ne m'a pas dit, je crois qu'elle a envie qu'on parle de son lieu. Elle est fière de ce lieu. Elle m'a dit, effectivement, il faut que tu fasses quelque chose sur la thérapie transculturelle. Et moi, je me suis dit, bon, d'accord, c'est elle qui a amené son truc. J'ai tout de suite le côté un peu, qu'est-ce qu'elle essaie de me... Et en fait, quand je suis allée assister à ces 3-4 consultations, mais j'ai été totalement plus qu'enthousiasmée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces Alors, c'est moments complètement ouais. magique, c'est Ouais. presque un spectacle. Je ne devrais pas parler comme ça parce que la finalité, c'est quand même de soigner. Mais il y a la thérapeute principale, donc Marie-Rose Moreau, la famille qui entre, parce que voilà, c'est toujours une famille qui arrive dont l'ado est porteur d'un symptôme. Mais c'est toute la famille. Donc j'ai vu une famille afghane qui est arrivée, une famille tunisienne, une famille du Bénin, enfin bon voilà. Et l'ado est soit hyper violent, suicidaire, anorexique, et puis on essaie de dérouiller, enfin décrypter. Avec la famille. Avec la famille. Alors parfois, il y a un traducteur, et donc l'ado, Marie-Rose Moreau, commence à poser des questions à l'ado, à la famille, et puis ça dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, l'ado, généralement, répond très peu. Hein. C'est quand même difficile. Un ado en consultation est assez mutique, hein, sauf exception. Et tout autour, en arc de cercle, il y a les co-thérapeutes qui viennent du monde entier, du Bénin, du Togo, d'Arménie, de Nouvelle-Zélande, enfin des thérapeutes qui viennent vraiment de partout et qui entendent l'histoire de cette jeune fille ou de ce jeune homme et à qui ça inspire quelque chose. Donc c'est extrêmement littéraire. Moi, ça inspire, c'est-à-dire ça inspire, oui, ça fait plus qu'inspirer. Mais par exemple, il y avait une jeune fille tunisienne qui était extrêmement en colère et qui se faisait du mal aussi. Elle est arrivée avec un bras en écharpe, enfin, qui se faisait du mal, qui se scarifiait. Le fameux la scarification, c'est vraiment aussi un mal de notre époque. Et donc, elle était en colère contre la France, raciste. Alors là, on en prend plein la... Donc elle verbalise. Elle verbalisait quand même pas mal. Et les thérapeutes. Et puis elle avait une espèce de front en colère. Et donc ensuite, le thérapeute, le premier, c'était Jonathan, je me rappelle, qui venait du Bénin, a dit pour nous, au Bénin, on dit la colère, c'est la maladie, avec un grand M. Et donc la jeune fille, elle écoute et puis elle dit oui, ça me parle. Voilà, tout et ça. transculturel parce que. Et puis après, chacun donne son avis sur la question, son éclairage. Ouais. Et tout ça, ça fait une vérité plurielle. Ça n'est pas la vérité d'un psy au sein d'une consultation, mais ça donne un éclairage comme si la vérité était plurielle et pas unique. Diffracté. Ouais. Oui, et ça marche. Ouais. Ça marche vraiment. Tout à l'heure, Annette Wieworka reprenait, c'est vrai, ce mot d'héroïne. Hein. Vous
vous le citez, hein, ce sont nos héros, vous dites d'ailleurs. C'est quoi cet héroïsme? Qu'est-ce qui vous inspire justement cette image du héros? Parce qu'on a l'impression d'une tellement grande fragilité que ça peut paraître parfois un peu contraire à l'idée de l'héroïsme. Oui, parce qu'ils subissent des choses et ils luttent quand même contre ça, comme le héros qui va essayer de... le héros a des épreuves et puis il va essayer de lutter, de les traverser. Enfin, donc, pour information, justement par rapport à la notion de fragilité, d'ailleurs c'était assez intéressant. Moi, j'avais proposé d'emblée le titre « Un papillon sur le bitume ». Et je pourrais m'en expliquer tout à l'heure pourquoi. Allez-y d'ailleurs, parce que c'est important. Alors, un papillon sur le bitume parce que, évidemment, ils sortent à peine du cocon, ils se retrouvent à essayer de voler de leurs propres ailes, et puis tout d'un coup, ils sont asphyxiés pour une raison ou pour une autre. Ils se retrouvent sur le bitume. La maison de Solène, ça ressemble, c'est plutôt un paquebot, mais ça peut être considéré comme une sorte de gros papillon sur le bitume. Il y a beaucoup de papillons au niveau de la déco, comme si on essayait de les porter vers le haut et de les faire respirer. Et puis le papillon sur le bitume, enfin, c'est par rapport au transculturel dont on parlait, c'est le papillon qui vient d'ailleurs et qui se retrouve sur le bitume et qui est complètement en exil et malheureux. Donc moi j'avais, je ne sais pas, ce titre m'est venu assez rapidement. Mon éditrice, avec raison, je pense aussi, me dit c'est presque un titre un peu romancé, un petit peu un titre de roman. Mais moi, ça me plaisait que ça fasse un peu titre de roman. On devrait l'appeler Fragile, avec un S. Et on a, quand j'ai envoyé mon texte à Marie-Rose Moreau, je lui ai envoyé avec le titre Fragile, avec un S. Il y avait le même sous-titre en immersion dans un hôpital psy pour ados. Et elle me dit, à un moment donné, je l'ai au téléphone, elle me dit, je n'ai pas eu le temps de lire, mais je peux te dire que le titre ne me va déjà pas du tout. Et là, je me suis dit, on est mal barré si déjà elle commence à discuter de titre. Et après, le fait est que le texte, elle l'a adoré, elle n'a rien. Qu'est-ce qui lui déplaisait dans Fragile? Elle était contre cette idée de fragilité. Ils ne sont pas fragiles. Elle me dit, c'est un présupposé. Alors moi, j'essaie de défendre... Même si, encore une fois, je préférais mon premier titre. Mais bon. Mais le papillon, ça lui allait le papillon. Ah, très bien, elle adorait. Qu'est-ce qu'elle aimait dans l'image du papillon, justement, par rapport à la... Parce que le papillon, c'est aussi... elle aimait la poésie, parce que c'est quelqu'un qui aime la poésie. Elle ne m'en a pas dit plus que ça, mais fragile, elle me disait que c'est un stéréotype. Les ados ne sont pas fragiles, et les ados qui viennent chez elle ne sont pas fragiles, ils sont forts. Alors j'ai dit, mais lis le texte, parce que moi, je note, voilà, ça transparaît, je pense. Donc... voilà, pour moi, ils sont en but avec les difficultés de notre époque, effectivement, qui prennent de plein fouet, mais ils luttent. Alors, même je voudrais qu'on... Pardon ? Même les anorexiques luttent. Voilà, oui. Alors, pour que tout le monde aussi prenne la mesure de ce texte et réalise combien vous êtes là comme en observation, finalement, à noter tout ce que vous entendez et qu'on entende justement la voix de ces... Alors là, c'est Zoé. J'aimerais, si vous l'acceptez, vous lisiez là depuis la praticienne qui plante les bottes dans le sol jusqu'à C'est un mouroir. Très bien. Peut-être, si vous me le permettez, j'aimerais bien juste dire, parce que justement, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est Lola Lafont, qui a aussi écrit d'ailleurs sur la Shoah, enfin sur son expérience, pour dire à quel niveau, à quel poste d'observation j'étais. Donc ça, j'écris ça, son vous texte l'empruntez à Lola Lafont. Je l'emprunte à Lola Lafont. Quelle étrange façon d'être au monde que ce retrait à un poste d'observation. On assiste à la vie, suffisamment proche d'elle pour en saisir les nuances, mais en se tenant loin du vacarme, comme des certitudes, pour qu'elle n'aveugle pas la page blanche. Bon, ça, c'est pour elle le poste d'observation de l'écrivain en général, et moi, je l'ai utilisé pour bien nous faire comprendre ce que vous vouliez faire. Voilà. Donc, alors effectivement, ça, c'est le premier chapitre. La praticienne plante les bottes dans le sol et, main sur les genoux, buste en avant, comme je la verrais toujours faire, cherche des yeux sa jeune patiente. Un regard impliqué, bienveillant. Alors Zoé, je ne pensais pas te revoir aussi vite. La jeune fille tournicote de 2 doigts ses mèches roses, mutiques.
On t'a manqué à ce point-là ? La praticienne rit dans le vide, sans écho de retour. Bienvenue sur la planète ado. Bégal n'a pas peur de laisser s'installer le silence. La psy a de la ressource, on le voit bien, pour contourner le vide, parler au-dessus de l'abîme. Elle babille, offre des mots, lance des pistes, pour que la pelote si serrée de l'angoisse, sans mots, se dévide, pour que Zoé attrape au vol le fil du discours. Bruissement de papier, elle feuillette le dossier, refait le parcours en sens inverse. On s'est vu en novembre, gros coup de déprime, d'accord, et tu avais perdu beaucoup de poids que tu as repris. Tu te rappelles ? Alors pourquoi soudain ce geste en plein cours ? La docteure Gall insiste. Il faut poser les mots sur cet acte. C'est grave ce qui s'est passé. Enfin Zoé, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux me le dire ? De son côté, la mère s'interpose. « Allez Zoé, parle », dit-elle, comme on l'imagine, elle lui dirait « Allez Zoé, mange, mange ». Zoé émet un petit rire sec et fait glisser son ongle sur la largeur du cou. « Quick !»« Quick ?» reprend la docteure Bégal. « Pourquoi ne pas le dire clairement ? Allez, dis-le, dis le mot !»« Suicide », complète la jeune fille. « Tentative de suicide ». Je remarque la bande de gaz autour du poignet. Coup de cutter. Entre la philo et l'histoire, oui, en plein intercours. Elle avait prévu ça au petit-déj. Elle avait subtilisé l'instrument dans le tiroir du bureau de son père et s'était donné quelques heures. Il fallait le faire avant la récré. Cette rentrée de janvier, trop dure. Ses regards sur elle, ses chuchotements. Tout ça a pris des proportions démesurées. Tout comme ce corps qu'elle aurait voulu camoufler jusqu'à l'effacer totalement. Ce corps trop présent, ces ricanements hostiles dans son dos. Envie de disparaître de la surface de la terre. Mourir avant, après, qu'est-ce que ça fait finalement ? Interroge Zoé. Et alors, ça s'est passé dans la classe ? Questionne la docteure Bégal. Hochement de tête. Zoé raconte le sang sur la table, les cris de la voisine, le brouhaha, les pompiers, l'oxygène, l'hôpital. La bobine se dévide. Les mots arrivent par salve. La mère, à ses côtés, hoche la tête, regard désespéré ou encore incrédule, difficile de savoir. Zoé a été transférée à Sainte-Anne. L'enfer, d'après elle. On l'a ligotée sur son lit avec des sangles, comme une psycho. Il y avait des cris, des hurlements de vieux tout à côté d'elle. Ça lui a fait penser à Momie de Xavier Dolan. Oui, quand il se retrouve en camisole, les bras liés dans le dos. Il n'avait pas à m'attacher, insiste Zoé. Oui, mais Zoé, tu as fugué, s'interpose la mère. Il n'y a que des tarés là-bas. J'allais devenir complètement barrée, il fallait que je parte. Ça, je te l'ai dit, c'est pas un hôpital, c'est un mouroir. Ils t'ont cherché pendant 3 heures. Tu leur as fait peur. C'est ensuite que la décision de la transférer ici, à la maison de Solène, a été prise. La docteure Gall soupire. Une fugue, franchement, Zoé. Elle hoche la tête, reprend ses notes. On n'a pas parlé de ton poids. Ça a été les repas ? Aux dernières nouvelles, tu as perdu 3 kilos. Comment ça se passe avec la nourriture ? Je peux, Zoé ? Demande la mère. Allez-y, madame. Au début, je me tenais à distance, j'acceptais qu'elle ne mange rien. Son père me disait « laisse-la gérer ». Et puis, long soupir. Nous, les parents, on n'y arrive pas. Je veux dire, à accepter, à se taire. Ça a commencé à devenir un sujet, le sujet. Tous les jours, l'obsession, l'angoisse au moment des repas, les négociations, les colères, les silences, les litres d'eau, les départs en claquant la porte, la nourriture dans les vases, sous la nappe, dans les toilettes. La docteure Gall fixe à nouveau Zoé de ses yeux clairs. La période des fêtes est toujours à risque pour les anorexiques. Le jour de la Saint-Sylvestre, tu as fait quelque chose ? Ouais. Un éclair sombre dans ses yeux. Dis-le, Minette, tu t'es lâchée sur la vodka. Volte-face de l'ado. Maman, relou, je parle. Dis-le que tu as ingurgité 1 litre de vodka, franchement, avec tes 38 kilos. Toute seule ? Interroge la docteure Gall. Zoé lève le menton. Avec 2 amis, on a bu toutes les 3, mais c'est moi qui suis tombée. On l'a retrouvée par terre, raconte la mère, presque en coma éthylique. Elle est si menue, franchement. 1 litre de vodka quand on pèse 38 kilos. Maman, stop ! Ensuite, ça a été la fameuse nuit, non ?
Je ne saurais rien pour l'instant de cette fameuse nuit, même si j'imagine elle a été sans doute agitée. Merci Sophie. Donc oui, on voit, vous assistez là et vous, Oui. je veux dire, vous n'en perdez pas une miette, mais qu'est-ce que vous voudriez que les lectrices, que les lecteurs retiennent justement? Pourquoi vous avez fait ça? Il fallait faire connaître davantage la réalité de ces gamines, de ces gamins? Oui, je crois qu'au-delà de tous les discours sur l'adolescence, et Dieu sait si les ados fascinent en fait, hein. C'est vraiment un âge qui fascine. Ils sont pleins d'émotions. C'est eux qui donnent la tendance de tout ce qui se passe. Enfin, ils ont Le langage. le langage, les idées. Moi, et tous les stéréotypes qui pèsent sur eux. Alors moi, fragile, pour revenir à fragile, ils sont quand même un peu fragiles, n'exagérons rien, mais à force de dire que c'est une génération pas engagée, qui s'intéresse à rien, qui reste à passer son temps derrière les jeux, etc. En fait, non, pas du tout. Moi, j'avais envie de les montrer tels qu'ils sont. Vraiment. Mais tels qu'ils sont dans la souffrance aussi. Parce que Oui, c'est voilà, vrai. vous dites les ados, mais là, oui, ce sont vrai. des ados qui se scarifient au minimum, qui tentent de se suicider au maximum et qui pèsent 35 kilos pour certains, qui traînent des souffrances, qui endurent des choses extrêmement pénibles. Oui, bien sûr. Maintenant, il n'y a pas une différence de nature entre un ado qui va mal, très mal, et un ado qui vit en famille et qui a des idées noires. C'est une différence de degré. Non, mais vous êtes allé, c'est à la Maison de Solène que vous êtes allé, pas faire un livre sur les ados en général. Oui. Donc l'idée, c'était quoi? De faire connaître ce qui se passe derrière ces murs. Connaître, moi, ça m'intéressait de savoir ce qui se passait, ce qui se tramait derrière ces murs, comment on s'occupe des ados. J'avais envie de montrer, oui, de l'adolescence aujourd'hui, fut-elle en souffrance. Maintenant, j'ai eu des grandes découvertes, c'est-à-dire sur l'équipe soignante. J'ai vu alors vraiment, on parlait de bienveillance, des droits humains, la bienveillance. Moi, j'ai vu des équipes extraordinaires, quoi. Ça a qui été sont d'une grande qualité et qui sont motivants, consolants, mais jamais ne jugeant jamais. Oui. Ça, c'est vraiment leur qualité. Vous voulez dire les ados, là, où les soignants... Le soignant ne juge jamais. Déjà, les ados entre eux ne se jugent jamais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement bienveillants les uns avec les autres. Je reprends juste là-dessus. Par exemple, entre les anorexiques et les gamins en surpoids, qui se côtoient, qui déjeunent ensemble au réfectoire, jamais aucune moquerie, vraiment. Ils ont souvent été harcelés, en revanche, je vous le dis, beaucoup ont eu des harcèlements sur les réseaux sociaux. Voilà, un autre dysfonctionnement, puisque tout à l'heure, je n'arrivais pas à en trouver plus, mais alors là, oui, le harcèlement, ça, ils en ont aussi beaucoup parlé, et les réseaux sociaux. Et j'en ai même vu une qui avait été harcelée, et même, je crois qu'elle avait subi un abus, qui voyait alors, le téléphone, ils y ont droit après le repas. Donc, ils ont leur téléphone pendant 1h30 à peu près. Et elle les a vus tous dans leur téléphone. Elle me disait, mais arrêtez avec vos téléphones. Et ça me faisait plaisir parce qu'elle avait 16 ans, quoi. Vous ne comprenez pas que tout vient de là. Et moi, je me dis que la prochaine étape, ça va être vraiment les ados qui jettent qui vont eux-mêmes. On attend de voir. Voilà, on attend de voir. On attend de voir. Il n'y est pas encore. En tout cas, il y a des mesures qui sont prises, justement, pour le coup, venant des adultes, des écoles, adultes, bien sûr, pour limiter le portable. Je voudrais... il y a une chose qui m'a marqué dans le livre, vous le dites, c'est qu'ils ont besoin... D'ailleurs, je vais vous lire, c'est page 52. Parce qu'on pourrait croire, justement, qu'avoir les adultes, c'est un peu la plaie, quoi, d'avoir le regard sans arrêt. Mais vous dites, voilà, aucun mouvement de révolte, j'en ai la confirmation cette fois encore. Tous ces ados ont ardemment, désespérément besoin des adultes pour les aider à dompter ce petit Satan cornu au fond d'eux. Ils ont besoin d'eux pour les empêcher de se blesser, de s'affamer, pour les ramener du côté de la vie. Ils le savent, même si la tête sur le billot, ils ne l'avoueraient pas. Ça me marquera tout au long de cette immersion. Ils sont dociles, intelligents, en quête de réponse et d'amour. C'est pas grand-chose, au fond, finalement, on pourrait se dire. Oui, mais c'est vrai que j'ai vu à quel point ils m'ont vraiment totalement accepté, jusqu'à ce que je devienne complètement invisible, d'ailleurs, vers la fin de mon immersion. Je crois qu'on m'avait oublié, hein, même l'animateur, notamment des ateliers thérapeutiques, quand il arrivait le matin, il disait « Toi, Sophie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» Donc j'avais l'impression d'être une ado parmi eux. Mais ce n'est pas ça dont vous me parliez. Vous me disiez, oui, en quête de parents, de cadre, le fameux cadre.
dont ils ont manqué et là, qui réclament en fait. Et ils aiment leurs parents, c'est vrai. Et alors, est-ce que c'est bon signe? J'en parlais justement à un médecin, je disais, j'ai presque l'impression que nous, moi, à ma génération, on était plus rebelles. Et j'ai l'impression qu'ils sont presque trop dociles maintenant. Alors, paradoxalement, il y a ce besoin de cadre, mais une des causes, qui a été rappelée aussi en introduction, c'est le confinement. Le confinement a été... Alors, on savait que ça avait été dramatique, mais vous l'expliquez, c'est vraiment un des points communs entre tous ces jeunes adultes. Oui. Ils ont vécu le confinement. Voilà. Et depuis le confinement, effectivement, il y a 30% de situations de crise en plus. Et les psys ne s'expliquent pas pourquoi ça ne décroît pas. Effectivement, c'est pour ça qu'on parlait de bombe à retardement tout à l'heure. C'est ça, ouais. Il ne s'explique pas. Enfin, ça a marqué une génération. Moi, j'ose aller un peu plus loin dans l'explication parce que moi, je pense qu'ils ont vécu une forme de dystopie. C'est vraiment une dystopie. C'était pour eux la fin du monde, quoi. Ça les a extraordinairement angoissés. Il y a l'immobilité dont vous parlez aussi, la surveillance, l'immobilité, qui a joué aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, le fait de ne pas voir leur père, PAIRS, ça aussi, là, tous les psys le disent, en fait, les ados ont besoin, ce sont des nomades, ils ont leur destin, c'est de partir sac au dos, découvrir le monde, c'est pas de rester avec leurs parents. Et ça leur a fait beaucoup de mal, ça. Oui. Et ça, les psys ou les pédopsies vous disent qu'on n'a pas fini finalement d'en payer le prix, en tout cas cette génération. On n'a pas fini d'en payer le prix. Ils espèrent que là, ça commence un tout petit peu à se calmer maintenant. Là, j'ai eu à nouveau Marie-Rose Moreau il y a quelques mois après donc avoir rendu mon texte, et elle me disait, on a l'impression que ça va un tout petit peu mieux maintenant, mais... Et est-ce qu'on sait pourquoi? Il y a des garçons aussi qui témoignent. C'est majoritairement des filles quand même qui, quand vous assistez, les échanges, enfin, c'est plus des héroïnes que des héros. Est-ce qu'on sait pourquoi d'ailleurs les filles sont plus sensibles finalement à certains troubles? L'anorexie, effectivement, concerne 90% de filles et 10% de garçons seulement. Parce que c'est le corps qui est en jeu. Je pense que, évidemment, la cause première, c'est absolument pas les réseaux sociaux ou la comparaison ou l'envie d'être jolie, mais ça participe à ça. La cause est beaucoup plus profonde. Sinon, toutes les filles qui ont envie d'être jolies seraient anorexiques, et c'est pas du tout le cas, ou enfin minces. Mais les garçons souffrent d'autre chose. Ils font des tentatives de suicide plus graves. Enfin, ça, c'est vraiment les mots sont assez genrés. Et à propos de genre, justement, j'ai vu aussi en consultation une jeune fille et un garçon qui étaient en interrogation sur leur genre. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles façons d'exprimer une souffrance. Et notamment, il y avait une jeune fille qui s'appelle Eléa. Alors, je n'ai pas le droit de donner les vrais prénoms, mais je ne me rappelle plus. Effectivement, je ne me rappelle plus quelle est. Mais bref, elle est arrivée. Alors, effectivement, les anorexiques ressemblent vraiment à des garçons souvent. Elles sont très plates, très minces, des cheveux courts. Et là, j'ai assisté à l'entretien avec les parents. Les parents semblaient extrêmement sympathiques, ouverts, pas du tout à taper avec des menaçants. Menaçants. Mais bon, la jeune fille était sous sonde quand même parce qu'elle était très très maigre. Et après, une fois qu'ils sont partis, le docteur Gall m'a dit, elle est nettement en interrogation sur son genre. Et ce qui est difficile, c'est comment faire grossir une anorexique qui ne supporterait pas d'avoir des seins, des fesses. Alors là, il y a deux problèmes qui... Voilà. D'ailleurs, il y en a une dont vous dites, elle sera... C'est assez sibyllin dans la formule, enfin, sibyllin est terrible. On me l'a confié, Chloé sera difficilement tirée d'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sort pas de ces... Même avec la maison de Solène, elle ne sortira pas de cet état. À la maison de Solène, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent. Ils ne peuvent pas... Maintenant on l'a vu, de moins en moins de pédopsychiatres, on ne peut pas garder... Il n'y a pas assez de lits pour garder une jeune fille 8-9 mois. Maintenant, on les garde 4 mois. Donc, on a réduit le temps d'hospitalisation. Ça veut dire qu'il faut laisser la place. La nuit aussi, je veux dire, c'est complet. Là, c'est pour les 20 lits. Là, c'est pour les 20 lits qui existent.
Je ne me rappelle plus quelle était la question, mais en tout cas... Non, je parlais de cette phrase. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un livre, voilà, c'est un livre qui est reviennent. dur, c'est un livre aussi où il y a beaucoup d'espoir, parce que les Mais entendre oui. parler, finalement, j'allais dire comme des adolescents, Oui, des oui. adolescents s'appelant meuf, Ah bah, t'es relou, c'est- maman. On est vraiment oui. immergé aussi dans ces conversations grâce Et à puis, votre travail. Elles ont de l'humour aussi. Voilà, Elles ont beaucoup mais il y a d'humour, aussi ces cette ados, Chloé, oui. voilà, qui sera difficilement tirée d'affaire, comme vous le dites, donc aussi le. Ça veut dire qu'elle va, je ne pense pas que le plus grave l'attende, mais qu'elle va avoir des épisodes anorexiques et que ça va être très difficile de s'en sortir et qu'elle devra faire des... C'est pour ça que je parlais donc du rétrécissement du temps d'hospitalisation. Ça veut dire qu'elles reviennent souvent. Après, elles reviennent. Et pour terminer, Sophie, vous parlez d'art-thérapie. Il est question aussi, puisqu'on est à Nancy, au Livre sur la Place, il est question de la lecture. Il y a tout un chapitre où elle parle de ce qu'elle lit. Alors ça va de la dark romance, évidemment, qui est partout, Oui, à Lolita. Il y en a une qui Oui. lit Lolita de Nabokov. Oui. Est-ce que la lecture peut être une aide? Est-ce que vous les avez vues parfois, je ne vais pas dire se réfugier, mais se réfugier pour prendre des forces, justement, et pour affronter ça? Ah oui, j'en ai vu une qui avait un livre de poésie dans sa chambre, une autre qui ne jurait que par Harry Potter. Oui, bien sûr. La lecture, l'écriture, il y en a une ou deux qui sont venus me montrer leur texte. Vous les citez, d'ailleurs. Oui, Ouais, oui, je tout vois, à ouais. fait. Et là, j'ai trouvé ça évidemment extrêmement Ils émouvant. ne veulent pas dire que c'est elles qui les ont écrites, toujours, ou pas dire qui. Alors, il y en a une Ils ne veulent quand pas même. balancer. Elle avait fait un atelier avec Isabelle Carré qui a proposé un atelier d'écriture au sein de la Maison de Solène. Et donc, elles m'ont montré leur texte. Et moi, ce qui est drôle, c'est que je suis revenue pour faire une lecture musicale, parce que j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Soutif mon amour, qui s'adresse aux ados et aux adultes aussi, qui parle beaucoup du corps aussi des jeunes filles. Notamment, il y a un poème qui s'intitule Face à face, où la jeune fille se voit énorme face au miroir, alors qu'elle rêverait d'être petit renard malin, musclé, discret. Bref, je suis revenue faire cette lecture musicale et donc je les ai revues là, à cette occasion. Et puis certaines sont venues lire, accompagnées en musique par une autre. Donc la créativité, bien sûr que ça aide. Ça permet de dépasser, de transformer son angoisse, quoi, tout simplement. Voilà, de se continuer, peut-être accomplir la métamorphose pour revenir à l'image du papillon et s'envoler dans le bon sens du terme. Merci beaucoup, très beau. Sophie Carquin. Merci voilà, beaucoup. je rappelle le titre, Un papillon sur le bitume. Bravo donc pour ce prix du livre des droits humains. Et on vous retrouve en dédicace. Est-ce que vous savez où, que je l'annonce? Hall 10. Voilà, Hall 10. Hall 10, voilà. au milieu du hall. Voilà. Et vous y allez dès maintenant. Voilà, exactement. Voilà. Alors, bonne chance et bonne dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe.